Donc, bonjour. Zineb, la responsable. Bonjour, monsieur. Oui, ça va. Ça Vous va. allez bien? Donc, vous m'entendez? Oui, Donc, même la présentation est partagée. oui, monsieur. D'accord, merci. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En attendant, c'est-à-dire que cette pandémie finira par nous libérer à vous rejoindre dans les amphis. Donc, on va commencer cette série des cours à distance. Donc, le thème principal de ce cours, c'est la monnaie. Donc, comme vous le savez certainement, la monnaie c'est-à-dire se situe au centre des interactions économiques. Et lorsqu'on dit l'économie, c'est l'ensemble des interactions entre les agents qui représentent l'économie, par exemple, la relation entre les consommateurs et les producteurs, c'est-à-dire les entrepreneurs, la relation aussi, c'est-à-dire des entrepreneurs avec l'État, et ainsi de suite. Donc, la monnaie se situe au centre de ces relations-là. Par exemple, pour produire, c'est-à-dire l'entrepreneur ou l'entreprise, pour produire, donc, il doit recruter un salarié ou un employé qui va faire une tâche quelconque dans le processus de production. Donc, la rémunération attribuée à ce salarié-là, c'est le salaire. Le salaire, c'est la monnaie. Par exemple, ce salarié-là qui est un consommateur, donc pour consommer, il doit, c'est-à-dire, il doit payer il doit payer le prix de ces produits-là. Donc, le prix, c'est la monnaie. Par exemple, cette entreprise qui fabrique ces produits-là, donc lorsqu'elle va vendre ces produits, par exemple, elle doit donner à l'État la TVA, les impôts. Donc la TVA ou les impôts, le versement c'est-à-dire de ces sommes-là, ce sont des sommes d'argent, c'est la monnaie. Donc vous voyez comment, c'est-à-dire cet élément-là se situe dans le centre de l'économie, dans le centre des relations économiques. Donc à chaque fois je dois aller vers la page pour accepter les gens. Donc la prochaine fois vous devez, c'est-à-dire pour qu'on puisse, c'est-à-dire avancer dans le cours. Donc, je viens de dire que la monnaie, c'est un élément essentiel qui se situe... Monsieur, le partage est bloqué. On voit que économie monétaire et financière, S3, chapitre 1. D'accord, d'accord. C'est moi qui n'a pas... Donc, regardez,
C'est juste, c'est-à-dire je suis en train de vous donner une introduction globale sur la monnaie avant d'aller vers les concepts, parce que j'aimerais bien que les étudiants situent, c'est-à-dire l'importance de la monnaie au sein de l'économie, au sein des relations économiques. Donc, nous avons déjà dit que, par exemple, l'économie, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est un ensemble des relations c'est-à-dire qui relient les agents économiques. Et lorsqu'on dit les agents économiques, c'est par exemple les consommateurs, les producteurs, les entreprises, l'État, la Banque centrale. C'est-à-dire d'une manière globale, ces quatre blocs peuvent, c'est-à-dire représenter l'économie et aussi le reste du monde. Parce que toujours, on a des relations avec le reste du monde. Par exemple, l'exportation, l'importation. Et même, c'est-à-dire lorsqu'on vend des produits à l'extérieur, on doit avoir, c'est-à-dire leur prix. Le prix de ces marchandises-là, c'est l'argent. Donc, regardez, pour ceux qui viennent en retard. Donc, oui, c'est un ensemble de moyens de paiement. C'est-à-dire, l'important, ce n'est pas un moyen de paiement. Aussi, c'est une unité de valeur, c'est-à-dire, c'est un moyen d'épargne. On va voir ça d'une manière plus détaillée au fur et à mesure de notre cours. Mais j'aimerais bien c'est-à-dire vous sentiez, c'est-à-dire l'importance de la monnaie dans les interactions entre les agents économiques. Parce que c'est quoi l'économie? L'économie, c'est un ensemble des relations qui relient les agents économiques. Et dans l'économie, on a les consommateurs, par exemple, et les producteurs. Les producteurs sont chargés de produire les produits. Les consommateurs c'est-à-dire, doivent consommer, mais comment ils vont payer leur consommation? Ils doivent travailler. C'est-à-dire, les consommateurs offrent du travail à l'entreprise qui fabrique ces produits. En contrepartie, l'entreprise versera c'est-à-dire des salaires, de l'argent, de la monnaie aux salariés. Ces salariés, ce sont des consommateurs. Lorsqu'ils vont consommer, ils doivent payer le prix de leurs produits. C'est l'entreprise qui va centraliser les prix des produits, par exemple. Et elle doit donner l'impôt à l'État, la TVA, l'IS, les charges patronales. Donc l'État va recevoir, par exemple, cet impôt-là. Donc, l'impôt constitue une ressource. En contrepartie, l'État, par exemple, va envisager de construire des écoles, des facultés, des hôpitaux, des routes, ainsi de suite, qui va, par exemple, assurer ces marchés publics-là, la réalisation de ces tâches, c'est les entreprises. Et les entreprises, c'est-à-dire construire les écoles ainsi, ils doivent recruter des employés, des ingénieurs, des maçons, ainsi de suite. Donc, ces personnes-là vont recevoir des salaires. Donc, lorsqu'ils vont recevoir ces salaires-là, ils vont consommer. Pour consommer, ils doivent payer. C'est l'argent, c'est la monnaie. Donc, lorsqu'ils vont payer, l'entreprise va verser à l'État les impôts et ainsi de suite. La Banque centrale va, c'est-à-dire contrôler, parce que la tâche principale de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. C'est quoi la stabilité des prix? Il est lié à la masse monétaire. Il est lié à la quantité de la monnaie en circulation. On va voir ça, c'est-à-dire en S4. Donc, les interactions entre ces agents-là représentent l'économie. Et on voit bien que la monnaie se situe au centre. C'est la raison pour laquelle on va étudier la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire la monnaie? Quelles sont les formes, les fonctions de la monnaie, la création de la monnaie, les contreparties, et ainsi de suite. Par exemple, nous avons dit que la Banque centrale contrôle la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation. Parce que si on a un excès de quantité de la monnaie en circulation par rapport à l'activité économique,
Donc, ça va conduire à l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflation? C'est l'augmentation durable des prix. Et lorsqu'on a l'inflation, ça veut dire que on a besoin de trop d'argent pour acheter des produits. Et lorsqu'on a ce cas-là, donc c'est la faillite des entreprises, c'est le licenciement des employés et c'est la crise. Donc vous voyez bien que les relations entre ces agents économiques-là représentent d'une manière claire, c'est-à-dire le comportement de l'économie. Donc c'est la raison pour laquelle on va étudier durant ce semestre-là la monnaie, c'est-à-dire les formes, les fonctions, le rôle de la monnaie, le rôle de la politique monétaire et ainsi de suite. Donc la monnaie se situe au centre des relations économiques. Et l'économie, c'est un ensemble des relations qui relient les agents économiques. Les agents économiques qui représentent l'économie, par exemple les consommateurs, les producteurs. Pourquoi je répète ça? Parce que je vois qu'il y a des étudiants qui viennent en retard, donc c'est juste pour partager l'information. Donc l'économie, c'est un ensemble des relations qui existent entre les agents économiques et aussi c'est un ensemble des interactions entre ces agents-là. Par exemple, si on veut, c'est-à-dire plus de détails, même, c'est-à-dire dans la catégorie des consommateurs, on peut avoir des sous-catégories des agrégés. Par exemple, des consommateurs ricardiens, des consommateurs non ricardiens, des consommateurs qui ont un accès, c'est-à-dire aux services financiers, des consommateurs, c'est-à-dire des salariés dans le privé, des consommateurs dans le public, ainsi de suite. Et on peut même modéliser, c'est-à-dire représenter chaque catégorie dans l'économie, et on voit bien qu'il y a des interactions, c'est-à-dire des relations, des interactions entre ces agents-là à travers la monnaie, parce que la monnaie se situe au centre. Un consommateur, lorsqu'il va offrir du travail à l'entreprise, donc il va recevoir en contrepartie le salaire. Le salaire, c'est la monnaie. Et cet agent de consommation, il doit payer le prix de ses biens. Donc le prix, c'est la monnaie. L'entreprise va centraliser, c'est-à-dire le prix c'est-à-dire va rassembler les prix, c'est-à-dire le prix des produits qu'il fabrique. Et il doit aussi donner une partie c'est-à-dire de cet argent-là à l'État sous forme des impôts. L'État va aussi centraliser les impôts et programmer des dépenses publiques. Par exemple, la construction des routes, des hôpitaux, ainsi de suite. Qui va exécuter c'est-à-dire ces tâches-là aussi, c'est les entreprises, sur la base d'une procédure s'appelle, c'est-à-dire les appels d'offres, et on a des conditions selon ce qu'il s'agit d'un marché public ou d'un bon de commande, et ainsi de suite. Donc on ne va pas entrer dans le détail, mais j'aimerais bien que la monnaie se situe au centre des interactions entre les agents économiques. Et ce semestre-là, la monnaie, et on va analyser les mécanismes fondamentaux de la monnaie, les modalités par lesquelles le financement de l'économie est assuré, et parfois, c'est-à-dire dans les débats sur la monnaie, que ce soit la politique monétaire. C'est quoi la politique monétaire? C'est un ensemble des décisions, des instruments prises par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale. Pourquoi? Pour réaliser son objectif principal qui est la stabilité des prix. La stabilité des prix pour ne pas avoir l'inflation. On disait que l'inflation, c'est l'augmentation durable des prix. Et lorsqu'on a l'inflation, ça veut dire, juste pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire l'inflation? Regardez, on a un produit, par exemple, un lait
un litre d'olive, un litre d'olive, par exemple, qui veut, attendez, donc on a un litre d'olive qui veut, par exemple, 7 dirhams. 7 dirhams. Et on a, par exemple, dans l'économie, juste pour simplifier, 3 personnes. Et l'entreprise produit, par exemple, 3 litres. Donc, chaque personne va acheter, par exemple, un litre avec 7 dirhams. Une augmentation de la quantité de mon en circulation. La première personne, au lieu d'avoir 7 dirhams, probablement qu'il va, par exemple, va recevoir, par exemple, 14 dirhams. Le deuxième va avoir juste 7 dirhams. Et le troisième va avoir 7 dirhams. Donc, dans le premier cas, chaque personne peut acheter un litre. Mais dans ce deuxième cas, lorsqu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, la première personne qui a 14 dirhams, elle va dire que je vais acheter 2 litres. Et puisque j'ai assez d'argent, c'est-à-dire, au lieu d'acheter un litre, je peux acheter plus. Donc, ça va conduire, c'est-à-dire à l'augmentation. Par exemple, lorsqu'il va dire au vendeur, moi je suis prêt pour payer par exemple 10 dirhams au litre. Donc le producteur va accepter. Parce que dans le premier cas, c'est-à-dire son prêt c'est 7 dirhams. Et dans le deuxième cas, lorsqu'on a une augmentation de quantité de monnaie, cette personne-là, elle est prête. Cette personne-là, elle est prête de payer par exemple 10 dirhams. Donc, le producteur peut vendre à cette personne-là le litre. Donc, on constate ici que lorsqu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, ça va engendrer juste l'augmentation des prix. Le prix a passé de 7 dirhams à 10 dirhams. Et lorsqu'on a cette augmentation-là, c'est l'augmentation des coûts, c'est la baisse de la consommation, c'est la perte du pouvoir d'achat. Tous ces éléments-là peuvent conduire à la crise, à la faillite des entreprises. Les entreprises vont licencier les employeurs, les employés, les employeurs. Donc, ces personnes-là vont se trouver en chômage. Donc, c'est la crise. C'est la raison pour laquelle le rôle de la Banque centrale en tant qu'une autorité monétaire, elle est primordiale pour contrôler la stabilité des prix à travers les instruments qu'on va voir, Inch'Allah, durant le S4, ou même, c'est-à-dire durant le 4e chapitre de ce semestre-là. Mais d'une manière générale, c'est ça le rôle fondamental, c'est-à-dire de la monnaie. Donc, regardez, lorsque la Banque centrale disait que on va réduire le taux d'intérêt de 0,25 ou de 0,50%. Point. Qu'est-ce que là signifie? C'est-à-dire, dans le jargon économique, quels sont les effets, par exemple, c'est-à-dire lorsque la Banque centrale adopte ces décisions-là, parce qu'elle va baisser le taux directeur. Et on sait bien que le taux directeur, c'est le taux avec lequel les banques commerciales, par exemple Chabi, Tijeri, Wafa, Banque Crédit du Maroc, ainsi de suite, empruntent chez la Banque centrale. Donc, lorsque ces banques-là empruntent avec un taux qui est bas, à leur tour, elles vont baisser les taux octroyés, c'est-à-dire les taux imposés aux clients. Et lorsqu'on a une baisse du taux d'intérêt, ça va encourager les crédits. Et lorsqu'on a une augmentation des crédits, ça va encourager la création des projets, la consommation, parce que dans le crédit, nous avons des crédits destinés aux investissements, c'est-à-dire les jeunes promoteurs ou là, les entrepreneurs, lorsqu'ils veulent augmenter
leur capital, ils peuvent chercher des crédits auprès des banques. Et lorsqu'ils vont augmenter leur investissement, ils vont recruter des gens, ils vont payer des salaires, ces personnes-là vont utiliser ce salaire dans la consommation. C'est le circuit économique. C'est la relance. Dans le deuxième cas, lorsqu'un crédit est destiné à la consommation, ces personnes-là vont obtenir ce crédit, ils vont par exemple acheter des voitures, acheter des biens de consommation. Ça va, lorsqu'on dit des voitures, c'est la production des entreprises qui fabriquent les voitures. Ça va encourager aussi la production et lorsqu'on a une augmentation, c'est-à-dire de la production, ça va encourager aussi l'octroi plus des salaires. Et lorsqu'on a l'augmentation des salaires, ça va augmenter aussi la consommation et aussi la production. Et c'est le circuit économique. L'économie, c'est un ensemble des interactions entre les agents économiques et la monnaie joue un rôle essentiel parce qu'il se situe au centre de ces interactions-là. Donc, quel est son effet sur l'emploi et le chômage, c'est-à-dire cette décision-là de la baisse du taux directeur de 25 points, 25% points ou de 50% points sur l'effet, parce que généralement le taux directeur se situe c'est-à-dire à 4% ou 5%. Par exemple, lorsque la Banque centrale va baisser le taux directeur de 0,25 à 25%, c'est quoi? Ça veut dire que le taux directeur, au lieu, c'est-à-dire d'avoir la valeur 4, elle va avoir la valeur de 3,75. Parce qu'on a une baisse de 25%. Et lorsqu'on a une baisse de 50%, ça veut dire 50% que c'est 3,5. Au lieu d'avoir la valeur 4, elle va situer à 3,5. Et c'est-à-dire cette décision, c'est une décision c'est-à-dire qui a une grande valeur dans le marché financier, dans le marché des crédits, parce que ça va conduire à l'augmentation c'est-à-dire des crédits octroyés aux clients. Et lorsqu'on a une augmentation des crédits, ça va impacter positivement sur la consommation, sur l'investissement. Le rôle de la monnaie. L'approche la plus courante de la monnaie la définit comme un moyen de paiement accepté partout au sein d'un espace géographique donné. Donc la monnaie, c'est un moyen de paiement directement utilisé pour effectuer les règlements sur le marché des biens et services ou pour régler définitivement toutes les dettes. L'étude de la monnaie nous oblige à délimiter le champ de nos investigations. Donc la monnaie, c'est un moyen de paiement, c'est-à-dire lorsqu'un consommateur veut acheter un bien, donc il doit payer son prix avec la monnaie. Et en contrepartie, comme on a déjà discuté ça, qui a produit, c'est-à-dire qui a fabriqué ce produit-là, c'est l'entreprise. L'entreprise va recevoir en contrepartie le prix. C'est le chiffre d'affaires d'une manière globale. Et grâce, c'est-à-dire aux ventes, on paye les salaires. Ces salaires-là sont, reçus par les consommateurs, qui sont en même temps des salariés. Donc, ils vont payer, même les salariés payent les impôts, les JR, à l'État. L'État centralise les impôts, que ce soit auprès des consommateurs, des salariés ou là des employeurs. Les employés et les employeurs. Et par contre, l'État va, c'est-à-dire programmer des dépenses publiques
Par exemple, le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État, par exemple, le paiement ou la construction des routes, la construction des écoles, des hôpitaux, ainsi de suite. Et même, c'est-à-dire dans l'investissement public, c'est les entreprises qui vont réaliser ces projets-là. Et elles vont aussi recruter des gens et payer aussi des salaires, et les salariés vont consommer, et ainsi de suite. C'est le circuit économique, c'est la relance. Et c'est quoi l'objectif? C'est-à-dire de chaque État, de chaque ministère des Finances, c'est-à-dire l'enrichissement de l'économie. Et le rôle de la Banque centrale, c'est le contrôle de la stabilité des prix pour ne pas avoir l'inflation. Et la monnaie se trouve au centre de ces interactions-là. Donc le rôle de la monnaie, c'est un moyen de paiement accepté par tous au sein d'un espace géographique donné directement utilisable pour effectuer les règlements sur les marchés des biens et services ou pour régler définitivement toutes les dettes. L'étude de la monnaie nous oblige à délimiter le champ de nos investigations, que ça veut dire l'économie monétaire, c'est-à-dire dans une économie où il y a une circulation de la monnaie, ce qu'on appelle un pouvoir libératoire immédiat et général, c'est-à-dire un pouvoir libératoire permet, c'est-à-dire d'acheter n'importe quoi, c'est-à-dire il peut acheter des produits et même, c'est-à-dire en dehors c'est-à-dire de l'espace géographique, c'est-à-dire à prendre en considération, par exemple, lorsqu'un touriste, marocain veut se déplacer, c'est-à-dire vers l'étranger, elle doit convertir, c'est-à-dire son argent en devise pour qu'il puisse, c'est-à-dire acheter ou payer le transport, l'hôtel dans les pays hôtes. La monnaie n'a pas d'utilité privée, mais une utilité sociale. Son utilisation est en effet uniquement collective. C'est logique. Donc la monnaie est un bien indivisible. Sa consommation par un individu quelconque ne diminue pas la consommation des autres. Parce que toujours, on a une circulation monétaire, c'est-à-dire à l'instant T, un consommateur a dans son budget, par exemple, 500 dirhams, donc lorsqu'il va acheter des biens, c'est le vendeur qui va, c'est-à-dire centraliser cette somme-là et c'est-à-dire à son tour, il va payer par exemple le transport là. Donc, on aura toujours cette circulation de la monnaie. La consommation, sa consommation par un individu quelconque ne diminue pas la consommation des autres qui s'échangent sur un marché. Et lorsqu'on dit un marché, c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Lorsqu'on dit le marché monétaire, c'est le lieu de rencontre entre les offres de la monnaie et la demande de la monnaie. Qui demande la monnaie? C'est les banques commerciales, c'est les investisseurs qui offrent, c'est la banque centrale, c'est les autres investisseurs. On va voir ça d'une manière plus détaillée et c'est-à-dire dans ce qui suit. Mais, c'est-à-dire, souvenez-vous que un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Est-ce que vous entendez? C'est juste pour s'assurer que... Oui, merci. Donc, c'est bon. Même la présentation est partagée par tout le monde. Oui. D'accord. On continue. Le marché est organisé, le marché de la monnaie est organisé et structuré. On parle généralement de système bancaire, de la loi bancaire, de la banque centrale et des banques commerciales. Le système bancaire, c'est le système qui englobe les banques commerciales, la banque centrale, c'est-à-dire les lois qui organisent, c'est-à-dire le métier des banques, quelles sont les conditions à respecter
parce que les banques, on a déjà discuté ça, c'est l'inflation, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation, c'est lorsqu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et on va voir par la suite que, c'est-à-dire l'octroi des crédits peut, c'est-à-dire engendrer de l'inflation. Donc toujours, on a des statuts, des lois qui contrôlent et qui gèrent le métier des banques, qui gèrent, c'est-à-dire les possibilités données aux banques pour payer des crédits, faire des investissements, et ainsi de suite. Donc c'est ça le système bancaire. La loi bancaire, c'est un ensemble c'est-à-dire des règles à respecter par les banques. Ces règles-là sont imposées par la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est la banque des banques, c'est la banque qui contrôle les banques. C'est l'autorité. Lorsqu'on dit l'autorité, c'est-à-dire que c'est une autorité de l'État. C'est une institution de l'État. Les banques commerciales, ce sont des entreprises privées. Elles cherchent à maximiser leurs profits. La Banque centrale contrôle ces banques. À travers quoi? À travers la loi bancaire, à travers les procédures, les règles à respecter, le contrôle, et ainsi de suite. Les banques commerciales, ce sont les banques, par exemple, Chabi, Tijari Wafa Bank, Masraf al-Maghreb, ainsi de suite. Donc, ce sont les banques commerciales. L'existence de la monnaie, attendez, on doit quand même accepter. L'existence de la monnaie repose sur la confiance, la garantie donnée par une autorité représentant la collectivité. L'existence de la confiance, c'est la monnaie fiduciaire. 200 dirhams, par exemple, le billet de 200 dirhams. C'est juste un morceau de papier. Mais c'est grâce à la confiance qu'on met à ce papier-là que ce papier veut 200 dirhams et qu'il peut, c'est-à-dire acheter des produits avec, c'est-à-dire avec cette valeur-là, qui est 200 dirhams. L'existence de la monnaie repose sur la confiance. On va voir ça dans la partie de la monnaie fiduciaire. La garantie donnée par une autorité représentant la collectivité permet l'usage par le plus grand nombre, c'est-à-dire puisque on a un consentement total sur la garantie donnée c'est-à-dire à ce papier-là qui est de 200 dirhams, on voit bien qu'elle est utilisée, par exemple, dans le territoire marocain. Par exemple, une personne qui va voyager de Rabat à Casa, et lorsqu'elle va payer, par exemple, un petit taxi à Casa, elle peut le faire avec 200, par exemple, ce billet de 200 dirhams. Donc, le chauffeur de taxi n'a pas le droit de refuser c'est-à-dire ce papier. Parce que c'est l'autorité monétaire qui est la Banque centrale qui attrape le papier 200 dirhams, Banque le Maghreb. C'est l'autorité monétaire. Ou la Banque centrale. Banque le Maghreb, ou la Banque centrale. C'est l'autorité monétaire. C'est une institution de l'État c'est-à-dire qui a donné la garantie à ce papier-là d'être accepté par tous les Marocains et même à l'extérieur lorsque on veut convertir les monnaies nationales avec les devises. Les interactions avec d'autres marchés. Le marché de la monnaie doit coexister avec d'autres marchés. Par exemple, le marché de la monnaie, c'est la rencontre entre l'offre et la demande de la monnaie. Qui demande la monnaie? C'est les banques commerciales parce qu'elles doivent octroyer des crédits. Lorsqu'elles octroient des crédits, elles réalisent des bénéfices. Parce que les banques commerciales, ce sont des entreprises privées. Et c'est-à-dire l'autorité ou l'autre partie qui va offrir la monnaie, par exemple, c'est la Banque centrale. La Banque centrale prête
aux banques avec l'autodirecteur. Par exemple, 3% ou la 4%. Les banques commerciales vont utiliser cette somme-là empruntée de la Banque centrale pour octroyer des crédits aux consommateurs, aux salariés, aux entrepreneurs, ainsi de suite, avec un taux supérieur par rapport au taux directeur pour réaliser des bénéfices. Et même, c'est-à-dire, les banques peuvent, c'est-à-dire, faire des investissements. Et on voit bien que, c'est-à-dire, la plupart des banques sont cotées à la bourse pour financer, par exemple, la construction des immeubles, le financement des grandes entreprises, ainsi de suite, pour réaliser les profits. Parce qu'il s'agit des sociétés ou des entreprises privées. Mais ce champ-là, elle est contrôlé par la Banque centrale. Pourquoi? Pour ne pas avoir accès de la quantité de la monnaie en circulation. Parce que la Banque centrale, qui est Banque Maghreb, c'est l'autorité monétaire qui contrôle la quantité de la monnaie pour veiller à avoir la stabilité des prix, pour ne pas avoir l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Il y a des produits qui... le produit, par exemple, je vais vous expliquer en arabe pour ceux qui, c'est-à-dire, qui n'ont pas bien compris le sens de l'inflation. Regardez, des produits, كل produit, le prix ديالو مثلا qui compte 3 dirhams ولا 4 dirhams ولا 10 dirhams. وعندنا les personnes les كاينين هذا هو le marché des biens et services. C'est la rencontre entre les demandeurs des biens et services et les offreurs des biens et services. Si كيفاش غيكون كيفاش هاد لا دوموند غيكون كيفاش هاد لا رونكونتر غتكون ما بين لا دوموند اي لوفر. هادوك اللي باغيين يشريو لي برودوي غيبيعوا هادوك لي برودوي بلا موني، وهادوك اللي كيبيعوا لي برودوي غياخذوا لا كونتر بارتي ديال لي برودوي ديالهم، سيتادير لو بري او موني. دونك il كانت c'est-à-dire un excès كاين واحد لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون بزاف في الايكونومي، صافي داك لو بري بويسكو دابا انا عندي مثلا كانت عندي غير 10 دراهم وكنت كاين لي نشري بها مثلا هاد لو برودوي هذا كيف دي درهم، دابا ملي كتولي عندي فلوس انا كثيره كيمكن لي نبدا نيغوسي، نبدا نتزايد في البري ديالي. مثلا نقول ليه لا انا ما بغيتش واحد، انا بغيت جوج بويسكو انا عندي جوج وانا كابابل انني بلاص ما ندفع لك 10 درهم دابا انا نعطيك 15 درهم، نعطيك 20 درهم لواحد. دونك ملي كيكسر هادشي، ملي كيكسر هاد لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون ليكونومي، لي بري اوغمونت. Monsieur, وي je comprends pas. سمعتكش. زينب، سي زينب كي بارل. وي Non, 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 je comprends pas. j'ai pas bien entendu. il est africain. Oui. Donc, je m'excuse. Hein. Donc, regardez, juste l'inflation. Ok, je m'excuse. Hein. Donc, nous avons dit que c'est quoi l'inflation? C'est l'augmentation des prix. Et lorsqu'on a l'augmentation des prix, c'est néfaste pour l'économie parce qu'on aura des coûts supplémentaires de la production. Et lorsqu'on a des coûts supplémentaires, ça veut dire que les entreprises ne vont pas réaliser des profits. Et lorsque les entreprises ne vont pas réaliser des profits, c'est logique qu'ils vont faire faillite. Donc, et par la suite, elles vont licencier les employés, les salariés. Et c'est la crise, le chômage et la crise. Donc, pour ne pas avoir un excès de quantité de monnaie en circulation, c'est la Banque centrale qui doit contrôler les banques et qui doit contrôler la masse monétaire en circulation dans l'économie. Par exemple, je disais que, par exemple, nous avons des personnes, c'est la rencontre entre l'offre et la demande dans le marché des biens et services.
Bon, on a des personnes qui veulent acheter des produits. C'est-à-dire, dans le premier cas, là où il n'y a pas de l'inflation, où on ne peut pas dire que l'inflation est nulle, mais l'inflation contrôlée. Par exemple, ici au Maroc, chaque année, nous avons un taux d'inflation qui se situe entre 1 et 3%. Ça veut dire que les prix augmentent chaque année de 1 à 2, de 1 à 3%. Par exemple, si, c'est-à-dire vous posez cette question à vos parents et lorsque vous, c'est-à-dire vous cherchez à savoir le prix, par exemple, le prix en 1980 d'un litre de lait, ils vont vous dire que peut-être qu'il veut un dirham. Maintenant, il est 7 dirhams. Chaque année, on a une augmentation des prix. Mais c'est l'inflation contrôlée. L'inflation contrôlée, ça veut dire que lorsqu'on a un taux d'inflation qui se situe entre 1 et 3, c'est acceptable, c'est logique, c'est un phénomène naturel. Non, toujours on a une augmentation des prix, mais il ne doit pas dépasser par exemple ce taux-là. Lorsqu'on a une augmentation du prix, c'est-à-dire un taux d'inflation qui veut 300%, 3, ça veut dire que les prix vont multiplier par 3. Et on a vécu ce cas-là, c'est-à-dire dans les pays comme la Turquie, comme dans des pays africains. C'est ça le rôle de la Banque centrale. Elle doit contrôler la quantité de monnaie en circulation. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix vont augmenter. Et lorsqu'on a lorsque les prix augmentent, un salarié qui touche par exemple 2000 dirhams par mois, et lorsque les prix augmentent, donc elle va sentir que son pouvoir d'achat va baisser. Parce que 2000 dirhams, dans le premier cas, il peut, c'est-à-dire lui permettre d'acheter une quantité suffisante des produits, c'est-à-dire payer le loyer, ainsi de suite. C'est juste un exemple. Et dans le deuxième cas, lorsque les prix augmentent, donc ce 2000 dirhams ne va pas, c'est-à-dire couvrir la totalité des charges. Donc son pouvoir d'achat va baisser. La perte du pouvoir d'achat. Et lorsqu'on a une perte du pouvoir d'achat, c'est la baisse de la consommation. Et lorsqu'on a une baisse de la consommation, c'est la baisse de la production. Mais qu'est-ce qu'une baisse de la consommation? Ça veut dire que les agents économiques ne vont pas acheter, les consommateurs ne vont pas acheter des produits. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire les consommateurs ne vont pas acheter des produits, les entreprises qui fabriquent ces produits-là ne vont pas vendre ces produits-là, ne vont pas réaliser des bénéfices. Et c'est-à-dire on a une baisse des chiffres d'affaires, donc c'est la faillite. Les entreprises vont licencier des gens. C'est le chômage. Et c'est la crise. Donc le rôle de la Banque centrale, c'est le contrôle de la quantité de monnaie en circulation, c'est le contrôle de la monnaie. Donc revenons à notre présentation. Le marché de la monnaie doit coexister avec d'autres marchés. C'est logique. Le marché des biens et services, nous avons déjà donné un exemple. C'est la rencontre entre l'offre et la demande des biens et services. Le marché financier, c'est la rencontre entre l'offre et la demande des services financiers, c'est-à-dire du financement, des crédits. Le marché du travail, c'est la rencontre entre l'offre et la demande du travail. Par exemple, c'est entre du travail et ceux qui, c'est-à-dire cherchent les employés, les entreprises et les salariés. Et le prix dans ce marché, c'est le salaire. Donc on voit bien que le marché monétaire, ou la monnaie, se situe au centre de ces marchés-là. C'est-à-dire que la monnaie se situe au centre de l'économie, au centre des interactions entre les agents économiques, entre les offreurs du travail, de l'emploi et le demandeur,
emplois, c'est-à-dire les salariés, les consommateurs. Lorsqu'on dit l'offre et la demande d'emploi, c'est les salariés et les employeurs. C'est les employés et les employeurs. Regarde, dans le cas du marché des biens et services, ces mêmes salariés-là, ce sont des consommateurs. Entre les consommateurs qui demandent les produits et les entrepreneurs ou les entreprises, les employeurs qui fabriquent ces produits-là. Et aussi dans le marché financier, c'est l'offre du financement et la demande du financement. Par exemple, les entreprises, lorsqu'elles cherchent à augmenter leur capital, elles cherchent des financements supplémentaires pour augmenter leur investissement. Par exemple, les salariés, lorsqu'ils veulent, les fonctionnaires, les salariés, les employés, lorsqu'ils veulent, par exemple, acheter des voitures particulières, payer les loyers, payer les frais de scolarité de leurs enfants, donc, ils peuvent chercher le financement. C'est le crédit à la consommation. C'est la rencontre entre ceux qui demandent de crédit et les offreurs de crédit, qui ont les banques ou les sociétés de financement comme Ecdom ou la Sofa Crédit. Donc, cette rencontre entre la demande et l'offre de financement, c'est le marché financier. Donc, ces 4 marchés sont interdépendants. Ainsi, le déséquilibre de marché entraîne souvent un déséquilibre sur les autres marchés. Oui, c'est logique. Regardez. Par exemple, un déséquilibre dans le marché du travail, c'est-à-dire la rencontre entre les salariés ou les employés et les employeurs, ou les sharika ou les personnes qui veulent travailler. Par exemple, suite à une crise donnée, donc les entrepreneurs vont, par exemple, licencier les salariés. C'est un déséquilibre. Ça va donner un déséquilibre dans ce marché-là. Et lorsque ces personnes-là, c'est-à-dire licenciés, donc sont au chômage, ils n'auront pas c'est-à-dire des salaires. Donc, ils ne vont pas consommer. C'est le marché des biens et services. Un déséquilibre sur un marché va impacter les autres marchés. Donc, s'il y a donc le marché du travail et le marché des biens et services sont plus rigides. Donc le marché de la monnaie et le marché financier sont des marchés très volatiles. Le marché de la monnaie et le marché financier sont des marchés très volatiles. Ça veut dire que volatile, ça veut dire qu'on n'a pas cette rigidité entre l'offre et la demande. Ça veut dire que selon les circonstances, c'est-à-dire selon l'évolution de la masse monétaire, par exemple, la Banque centrale, une semaine, va octroyer des avances à 7 jours avec un montant de, je ne sais pas, 200 milliards. Dans la deuxième semaine, il va, par exemple, donner juste 1 milliard. C'est volatile. On n'a pas c'est-à-dire cette rigidité c'est-à-dire entre l'offre et la demande. Par contre, dans le marché du travail et le marché des biens et services, c'est-à-dire d'une manière, selon l'observation de ces marchés-là, on a cette rigidité, cette stabilité. Une entreprise ne va pas, c'est-à-dire licencier les gens c'est-à-dire d'une manière durable ou d'une manière répétitive. Donc, c'est selon pas, donc, et c'est rare d'avoir un déséquilibre, c'est-à-dire dans ce genre, dans ce marché-là. Et surtout, un déséquilibre lié, par exemple, à une crise. L'utilisation de la circulation de la monnaie renvoie à la question du financement de l'économie. C'est-à-dire, l'utilisation de la monnaie en circulation,
c'est lié au financement de l'économie. Et lorsqu'on dit le financement de l'économie, à travers les banques commerciales. Par exemple, si la Banque centrale constatait qu'il y a c'est-à-dire un freinage de l'activité, ça veut dire que un freinage d'activité, ça veut dire qu'il y a une stagnation de l'activité, on va pas, c'est-à-dire on n'a pas une croissance qui est soutenue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'autorité monétaire à travers ces instruments? Elle va relancer l'activité. Avec quoi? Avec, par exemple, la baisse du taux de lecteur, avec l'octroi des montants très importants, c'est-à-dire sous forme des avances à 7 jours, à 24 heures aux banques. Et lorsque les banques vont avoir plus d'argent, donc ils vont octroyer des crédits avec des taux bas. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire des crédits octroyés aux gens, c'est la monnaie, c'est une sortie de la monnaie. Les gens vont consommer, c'est-à-dire pour les salariés qui demandent des crédits de la consommation, ils vont consommer. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont consommer? Ils vont acheter des produits auprès des entreprises qui fabriquent. Ces entreprises-là vont augmenter leur production, ils vont recruter d'autres personnes. Donc c'est la relance, c'est l'activité, c'est l'enrichissement de l'activité économique. Par exemple, ça d'une part pour la consommation, pour l'investissement, c'est-à-dire les crédits octroyés aux investissements. Les entreprises vont, par exemple, augmenter leur investissement, et pour augmenter leur investissement, donc ils peuvent, par exemple, recruter plus de gens, par exemple, plus des ingénieurs, plus des lauréats, des comptables, des financiers, des économistes, ainsi de suite, et ça va. C'est-à-dire, et ces personnes-là vont consommer, et ça va enrichir l'activité économique et le circuit économique. Donc c'est lié. Donc l'utilisation de la circulation de la monnaie renvoie à la question du financement de l'économie, c'est-à-dire à la finance directe et indirecte. Lorsqu'on dit la finance directe, c'est le marché financier. On va voir ça après. Indirect, c'est l'intermédiation bancaire. Ça veut dire que les banques sont juste des intermédiaires financiers. Elles cherchent le financement auprès de la Banque centrale et octroyer des crédits, c'est-à-dire aux consommateurs, aux salariés, aux entreprises, et elles reçoivent en contrepartie des rémunérations qui est le taux d'intérêt. Donc notre cours, on va, c'est-à-dire discuter dans le premier point les formes et les fonctions de la monnaie. Dans le deuxième chapitre, c'est la masse monétaire. On va voir ce que ça veut dire les agrégats de la monnaie, les agrégats de déplacement liquide, quelles sont les contreparties de la masse monétaire, les aspects théoriques de la monnaie, c'est-à-dire la théorie derrière la création de la monnaie. On va voir les monétaristes, les classiques, les libéraux, ainsi de suite. Donc, dans le troisième chapitre, c'est les modalités de la création monétaire, c'est-à-dire les acteurs de la monnaie et les modalités de la création monétaire, la dynamique, on va voir que ça veut dire le diviseur et le multiplicateur de crédit, les limites de la création monétaire. Dans le chapitre 4, on va voir la politique monétaire, ça veut dire les objectifs de la politique monétaire, les instruments de la politique monétaire, les canaux. Et dans le cinquième chapitre, si on a le temps, on va quand même, c'est-à-dire faire ce chapitre-là. C'est juste parce qu'il constitue une initiation pour le S4. Parce que dans le S4, on va voir, c'est-à-dire d'une manière plus détaillée, la relation entre le marché financier et, c'est-à-dire le marché monétaire. Le financement par les marchés capitaux, le financement par les intermédiaires financiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la monnaie? Une des réponses possibles met en évidence que la monnaie est apparue parce qu'elle offrait des avantages dans l'échange. C'est quoi l'échange? L'échange, c'est par exemple une personne qui veut un produit, par exemple 1 kilo de tomates, elle va échanger. Par exemple, supposons que cette personne-là a c'est-à-dire une quantité de pommes de terre. Donc, il va échanger
la pomme de terre contre les tomates avec d'autres personnes qui a aussi un besoin du pomme de terre et aussi si on a un consentement préalable sur le terme de l'échange. Par exemple, c'est quoi le terme de l'échange? Ça veut dire que selon les... c'est-à-dire dans cet environnement-là, qui est constitué d'un offreur et d'un demandeur, et d'une personne, par exemple, d'une personne qui veut, c'est-à-dire 1 kilo de pommes de terre, et l'autre qui veut 1 kilo de tomates, dans cet environnement-là, le terme d'échange représente cette égalité-là. 1 kilo de pommes de terre est égal à 1 kilo c'est-à-dire de tomates. Par exemple, 1 kilo de viande veut 30 kilos de tomates. C'est ça le terme d'échange, c'est le prix de l'échange entre les produits. On va voir ça d'une manière plus détaillée. Il s'agira donc d'analyser les avantages de l'échange monétaire par rapport à l'échange non monétaire. Donc, c'est-à-dire pour vous présenter comment la monnaie a été créée et pour vous présenter l'importance de la monnaie, on doit, c'est-à-dire discuter le passage historique de la création monétaire. Pourquoi on a créé la monnaie? Parce que la monnaie offre des avantages par rapport à l'ancienne situation qui est le troc. Donc, et pour apprécier l'importance de la monnaie et son rôle, on doit savoir ces avantages-là. Et pour savoir ces avantages-là, on doit discuter qu'est-ce que ça veut dire le troc. مقايضة. Oui, مقايضة. Donc, c'est quoi le troc? C'est un système qui se base sur l'échange d'une marchandise contre une autre. Ce type d'échange présente une série d'inconvénients. L'exigence de la double coïncidence des désirs d'échange. L'échange, c'est l'échange d'une marchandise contre une autre. Par exemple, l'exemple qu'on vient c'est-à-dire de lancer, c'est-à-dire c'est l'échange entre 1 kilo de tomates et 1 kilo de pommes de terre. Donc, pour que le troc soit valide, il faut qu'on a, c'est-à-dire une coïncidence des désirs. Ça veut dire que la personne qui a cultivé, par exemple, les tomates, veut acheter les pommes de terre. Et aussi, c'est-à-dire dans ce coin-là, aussi, on doit voir que la personne qui a les tomates, c'est-à-dire qu'il doit manifester un besoin pour avoir les pommes de terre. Si on a une coïncidence des désirs, ça veut dire que l'échange peut s'effectuer. Sinon, on doit chercher c'est-à-dire la personne qui a les tomates doit chercher une autre personne qui manifeste un besoin pour les pommes de terre pour qu'ils puissent échanger, c'est-à-dire ces tomates-là avec les pommes de terre. Donc, vous voyez, c'est difficile d'avoir, c'est-à-dire ces situations-là lorsqu'on va analyser d'une manière plus large. Toujours, on doit chercher des personnes qui veulent, c'est-à-dire ces pommes de terre, pour avoir des tomates. Alors, si on a la monnaie, c'est facile, c'est-à-dire je vais vendre les tomates de terre contre la monnaie, et avec cette monnaie-là, je vais acheter les pommes de terre. C'est facile. Le deuxième inconvénient, c'est l'entente préalable sur le terme d'échange. Ça veut dire une entente préalable. Ça veut dire que déjà on doit avoir un consentement sur le rapport d'échange. C'est le prix. Ça veut dire moi j'ai 1 kilo de tomates et je veux des pommes de terre. Pour moi,
c'est-à-dire c'est-à-dire les circonstances, les circonstances c'est-à-dire on a cet échange-là. Par exemple, 1 kilo de tomates veut, par exemple, 2 kilos de pommes de terre. La personne qui est cultivée, par exemple, le propriétaire des pommes de terre, peut-être qu'il va dire non. Je vais vous donner 1 kilo de pommes de terre contre 1 kilo de tomates. Dans une autre situation, peut-être qu'il va dire que je vais vous donner 2 kilos de pommes de terre contre 1 kilo de tomates. Donc le terme de change n'est pas stable dans les systèmes de troc et on doit avoir une entente préalable sur ce terme. C'est selon les besoins. Donc c'est difficile d'avoir cette entente-là. Chaque personne va dire que son produit veut plus que le produit des autres personnes. Donc c'est difficile d'avoir cette situation. Les coûts élevés, par exemple, un cultivateur qui a une vache, donc qu'il veut, par exemple, il va, par exemple, échanger un gigot d'une vache contre, par exemple, des pommes de terre. Il a besoin des pommes de terre. La personne qui va échanger les pommes de terre contre ce gigot-là, est-ce qu'elle a les moyens pour conserver ce gigot-là? Parce qu'il ne va pas consommer, c'est-à-dire la totalité de ces kilos de viande dans le premier jour. C'est difficile. Et surtout, les produits sont périssables. Donc, ça va conduire c'est-à-dire à des pertes. Donc, c'est ça les inconvénients du système du troc. Le premier inconvénient, on doit avoir un double désir ou la double coïncidence des désirs. Une entente préalable sur le terme d'échange, sur le prix d'échange. Et aussi les coûts élevés grâce à c'est-à-dire pour conserver ou stocker les marchandises. Donc, André Chéneau a défini la monnaie. Il disait que la monnaie est constituée par l'ensemble des moyens de paiement, c'est-à-dire par l'ensemble des actifs accédés partout et en tout temps pour le règlement des dettes issues de l'échange. Donc, une définition fonctionnelle, la monnaie est par nature l'instrument d'échange universel dont l'existence préalable est la condition d'échange. Ça veut dire que la monnaie, c'est l'instrument d'échange. Pour faire les échanges, ou faire l'échange du tomate contre les pommes de terre, doit avoir la monnaie. C'est-à-dire vendre pommes de terre et recevoir en contrepartie la monnaie, et après, vous pouvez acheter des tomates avec la monnaie. Sa détention est rationnellement justifiée par la nécessité soit de rompre les relations de troc, soit de différer l'échange en situation d'incertitude. C'est-à-dire, par exemple, prenez l'exemple de ce cultivateur qui a une vache. Donc, ce cultivateur-là, lorsqu'il va vendre cette vache contre la monnaie, il va recevoir une quantité quand même très importante de monnaie. Donc, il peut étaler sa consommation dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, il a besoin du tomate, il va acheter juste les tomates avec 2 pièces ou 3 pièces de monnaie. Et dans le deuxième jour, il va acheter les pommes de terre avec 2 ou 3 pièces, ainsi de suite. Donc, ce qui a justifié la nécessité de rompre avec les relations du troc et différer l'échange, c'est-à-dire étaler l'échange durant plusieurs jours, en situation d'incertitude. Donc, son utilisation comme numéraire conduit à simplifier le système des prix relatifs, des prix, puisque la monnaie
numéraire. Ça veut dire, par exemple, 1 kilo de tomates, 3 pièces. 3 pièces. 1 kilo de pommes de terre, 2 pièces. 2 pièces. 1 kilo de viande, 5. Ça permet, c'est-à-dire de simplifier le système du prix et de faire les comparaisons. Par exemple, on va dire que 1 kilo de viande est plus cher qu'1 kilo de tomates. Parce que le kilo de viande veut 6 pièces contre 1 kilo de tomates qui veut juste 2 pièces. Ça permet, la monnaie permet de faire la comparaison. La monnaie permet c'est-à-dire d'étaler la consommation au fur et à mesure dans le temps. Et ainsi de suite. Oui. Maintenant, les fonctions de la monnaie. On va discuter des fonctions de la monnaie. La première fonction, c'est la monnaie comme un intermédiaire d'échange. Comme son nom l'indique, un intermédiaire d'échange. Pour faire l'échange, la monnaie, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que l'acheteur va payer un prix avec la monnaie au vendeur. Le vendeur va, par exemple, dans le cas des entreprises, va payer des salaires aux employés, aux salariés, avec la monnaie. Donc la monnaie a mis fin aux inconvénients du troc. Elle remplit donc la fonction d'intermédiaire entre les échanges et il faut donc qu'elle soit acceptée par tous les usagers, les vendeurs ou les acheteurs, pour régler ses propres achats et ses dettes. Par exemple, par exemple, une personne qui cultive les tomates va vendre, c'est-à-dire ces tomates-là, elle va recevoir en contrepartie de la monnaie. Et lorsqu'elle veut, par exemple, acheter des vaches ou de la viande, elle va, c'est-à-dire chez le boucher, elle va payer, c'est-à-dire le prix. Le boucher va, par exemple, lorsqu'il veut utiliser du transport, il va payer le transporteur avec la monnaie, ça permet de faire l'échange, ça permet de faciliter, c'est-à-dire la vie. La monnaie supprime donc la nécessaire coïncidence des besoins d'une économie de troc. Pour moi, je vais vendre mes pommes de terre contre la monnaie, c'est-à-dire sans avoir, sans être conditionné par le désir du vendeur c'est-à-dire qui est aussi un producteur de tomates. Donc, pour lui, il va vendre ses tomates contre la monnaie et il va acheter mes pommes de terre contre la monnaie. Pour moi, je vais utiliser cette monnaie-là pour acheter les tomates. Sans avoir, c'est-à-dire sans avoir la condition qu'on doit avoir, c'est-à-dire la coïncidence des besoins. On continue. La monnaie est par ailleurs un bien économique car elle est utile à la satisfaction des divers besoins des agents économiques et soumise au principe économique fondamental de la rareté, c'est-à-dire qu'il existe qu'en quantité limitée. Donc, la monnaie est un bien économique. Et lorsqu'on dit un bien économique, les biens économiques, c'est-à-dire se sont reconnus par la rareté. Par exemple, l'or, c'est rare. C'est la raison pour laquelle
par la suite, elle va être constituée comme une monnaie. C'est-à-dire qu'on achète avec l'or et on vend avec l'or. Après l'argent. Après, avec le développement on va voir ça d'une manière plus détaillée, avec le développement des systèmes de paiement, on a la monnaie fiduciaire, les papiers, et ainsi de suite. Donc la deuxième fonction, la monnaie est une unité de compte. Avec la monnaie, on peut énumérer les valeurs. Par exemple, dire que 1 kilo de pommes de terre veut 3 pièces. Grâce à quoi? Grâce à la monnaie. Les pièces, c'est la monnaie. Donc la monnaie constitue une référence, un étalon de mesure qui permettra d'exprimer la valeur des biens et des services. Elle permet aussi de comparer cette valeur-là avec celle des autres biens. C'est donc un moyen qui facilite l'échange en tant qu'unité de compte. La monnaie est le seul bien sur un espace donné qui permet d'exprimer la valeur de toutes les autres valeurs, de tous les autres. Donc la monnaie constitue une unité de compte indispensable au fonctionnement de l'économie afin de comparer entre les valeurs. Lorsqu'on dit que la monnaie est une unité de compte, ça permet aussi de faire la comparaison. Par exemple, 1 kilo de viande veut 10 pièces et 1 kilo de tomate veut 3 pièces. On peut dire que la viande est plus chère que les tomates parce qu'on a fait cette comparaison-là grâce au nombre de pièces, grâce à l'unité de compte, grâce à la monnaie. Donc, la monnaie constitue une unité de compte indispensable au fonctionnement de l'économie afin de comparer entre les valeurs des différents biens et services. Dirham, l'unité de compte du Maroc, permet d'exprimer le prix de tous les biens et services. Donc, c'est-à-dire dans notre c'est-à-dire de dire que ce monsieur-là touche par exemple 5 000 dirhams, l'autre touche 3 000 dirhams, 1 litre de lait veut par exemple 7 dirhams, 1 litre c'est-à-dire un produit quelconque veut, c'est-à-dire une quantité de dirhams. Donc le dirham ici, dans notre cas, c'est l'unité de compte dans notre pays, c'est la monnaie. Donc, je vous propose qu'on va s'arrêter à ce point-là et continuer pour la séance prochaine. Mais j'aimerais bien faire des séances de rattrapage. Zineb, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Donc, la prochaine séance, on peut la faire à vendredi à 10h du matin. Disons, on a PS de 8h30. عندكم un cours de 8h30. Oui. عندكم un cours de 8h30. Oui, monsieur. Donc, نديرو مع 10h30. D'accord. 10h30 باش ندخلو حتى هما نخلي لهم شويه الوقت باش نصليو صافي. D'accord. يلا السلام عليكم. Merci. سلام. وإني لا بروشين فوا قولي لي ستوديون أن من ديري لا دات من ديري الوقت ديالها أنهم يدخلوا نص ساعة قبل. أنا غادي نعطيك ليا قبل بنص ساعة. D'accord. باش ماشي زعما ياسيستيو معنا من اللي يديروا. D'accord. يلا السلام عليكم. سلام. Merci. Bonne journée.